Salut tout le monde à la maison! Très contente d'être de retour pour un nouvel épisode de l'Heure dorée. Cette semaine, je vous présente Patrick Prudhomme, étudiant en médecine, en cardiologie. Au moment où on a fait l'enregistrement, il complétait son internat. Aujourd'hui, on peut le féliciter parce qu'il a complété son doctorat. Ensuite, lors de cet épisode, on a passé à travers son parcours scolaire, ses défis, ses réussites et comment. Fait que de voir que tout le parcours que tu as atteint aujourd'hui, il doit être super fier de toi. Oui, il ne manque pas une occasion de mentionner ma profession à tout le monde. Le dentiste, la caissière. Mon fils est docteur. Mon fils est docteur. Partout qu'il passe, tous Partout. ses amis, ça a dû être... Ouais, c'est clair. Là. Moi, j'essaie de ne pas le mentionner à outrance, là, donc, mais je suis content qu'il soit content de ce que j'ai accompli. Là. C'est important pour moi. Mon père, c'est une personne que je respecte beaucoup, qui a une connaissance générale infinie. Là, donc, je me suis basé aussi, surtout pour en matière académique. Je me suis un peu basé sur mes parents parce qu'il y avait souvent des connaissances générales très importantes. Puis, mon père était au fait de tout ce qui se passait dans l'actualité des sciences. Il a fait une profession quand même assez physique, mais il y avait une érudition qui était incroyable. Donc, il l'a encore toujours d'ailleurs. Fait que c'est vraiment ça qui m'a incité comme à persévérer côté académique parce que c'était une valeur qui est importante dans la famille aussi. Le Mauve vous présente l'Heure dorée. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Heure dorée. Votre animatrice, Claudine. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je rencontre Patrick Prudhomme, docteur Patrick Prudhomme plutôt, excusez-moi. J'espère que ça va bien. Oui, ça va bien. Merci de me recevoir à votre émission. Bien, merci à toi d'avoir accepté de venir à notre podcast puis de venir te révéler et de venir parler surtout de ton parcours, de toi et de tes aspirations. Donc, j'ai connu Patrick par l'entremise de mon conjoint. Ce sont des amis d'enfance. Ils ont un point commun qui est le gaming. Donc, c'est comme ça plus que je l'ai connu. Donc, tu viens de où? T'as quel âge? Je viens de Laval, j'ai 31 ans. C'est ça, j'ai grandi à Laval toute mon enfance. Puis par la suite, dans le fond, je suis déménagé à Sherbrooke pour mes études. T'es allé à l'école, t'as fait ton primaire à Laval, ton secondaire à Laval? Ouais, c'est ça, j'ai fait toute mon étude primaire et secondaire à Laval. Puis par la suite, dans le fond, je suis allé au cégep à Lienégro à Sainte-Thérèse. Puis ensuite, j'ai migré à Sherbrooke pour mes études universitaires en médecine par la suite. Puis si on vient à ton enfance, comment ça se passait l'école pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui était super facile? Est-ce que c'était quelque chose qui était difficile? Académiquement, c'était très facile. J'avais pas mal une douance à l'école. Là. J'étais assez à l'aise avec les études, mais socialement, c'était très difficile. Là. J'étais victime d'intimidation vraiment fréquemment. Là. C'est vraiment avec mes amis, dont Carl, que je m'en suis sorti, là, parce que sinon, ça aurait été impossible. Donc, j'ai vraiment passé par-dessus ça. Là. Ça a été une épreuve vraiment importante dans ma vie. Mais dans le fond, j'ai poursuivi dans mes études, j'ai fait mes choses, puis par le support de mes amis, je m'en suis sorti. Là, fait que je suis vraiment content. Fait que ça a été une épreuve importante que j'ai réussi à surmonter, surtout au secondaire, je dirais. Puis après ça, je me suis assez émancipé au cégep puis à l'université. Fait que je suis content d'avoir passé quand même parmi ces épreuves-là parce que ça rend les gens plus forts, puis ça nous détermine à avoir des buts, puis ça augmente notre drive à poursuivre nos activités. Puis je pense que j'en suis sorti même plus fort, puis j'ai pu vraiment plus persévérer puis atteindre mes objectifs scolaires puis académiques. Quand on parle d'intimidation, est-ce que l'intimidation, c'était physique, c'était verbal? C'était quel genre de choses que les jeunes pouvaient te faire vivre? C'était surtout de l'intimidation verbale, là, étant donné que j'ai toujours été un intellectuel. Il y a certaines personnes qui appréciaient moins ça. Puis
Fait que c'était surtout dans ce cadre-là que je subissais de l'intimidation. Mais en réalité, quand on vit là-dedans, on comprend pas les mécanismes, mais souvent, c'est des personnes qui elles-mêmes éprouvent des difficultés scolaires ou c'est des personnes qui viennent de milieux plus défavorisés. J'ai été à l'école publique, puis souvent, ces personnes-là, en rétrospective, j'ai appris qu'il y avait eu des difficultés familiales, des difficultés financières, des difficultés scolaires. Fait que je leur en veux pas personnellement. Puis, un coup, dans le fond, que tu comprends ces mécanismes-là, tu réalises que les gens sont pas intrinsèquement mauvais. Puis, fait que t'en comprends beaucoup sur la société, puis la réponse aux gens, au stress, aux stresseurs socio-économiques. Donc, à cause de ça, je pense que j'ai compris un petit peu plus la nature de l'être humain. Puis, je pense que l'être humain est intrinsèquement bon, là, donc, je pense que j'en suis sorti grandi étant donné ça, parce que j'en ai compris beaucoup sur le psyché humain, puis les relations interpersonnelles, puis la société aussi, parce que je veux pas les notions de base qui sont vis-à-vis de l'intimidation, ça se reproduit dans la société adulte aussi, mais par des motifs un petit peu plus nuancés, puis par des mécanismes un petit peu plus subtils. Mais je suis content d'avoir passé au travers de ça parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Puis je pense que, comme tu dis, rendu à l'âge adulte, tu es capable aussi de déceler un moment donné quand ça pourrait arriver ou quand une personne a ce caractère, a ce type d'approche avec toi, de dire ça, je me tiendrai peut-être pas avec lui finalement, ou je vais passer ailleurs que par là parce que je sais que il y a ce mécanisme-là déjà qui est établi. Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de déceler plus facilement? Je dirais qu'il y a une transition quand même assez claire dans ma pratique actuelle. Là, on va plusieurs années en avance de qu'est-ce que la question se posait. Là, on parlait du secondaire, mais dans ma pratique actuelle, en médecine, quand je rencontre des patients, des fois, ça m'arrive qu'il y a des patients qui sont verbalement agressifs, des personnes âgées qui deviennent insultantes ou qui haussent le ton. Puis, dans le fond, tu vois que c'est vraiment le reflet de leur situation qui est un petit peu plus précaire, puis leur difficulté personnelle tant autant de la santé qu'autant des difficultés sociales. Puis, les gens qui sont beaucoup hypothéqués dans leur santé, autant physique que psychique, souvent, ils ont des comportements un petit peu plus agressifs ou des comportements un petit peu plus marginaux. Fait que, il faut apprendre à vivre avec ça. Puis, quand on entrevoit ces comportements-là, ça nous suggère de creuser un peu plus, de voir est-ce que la personne vit des difficultés personnelles et tout ça. C'est comme, souvent, c'est plus un signal d'appel qu'une volonté intrinsèque d'être méchant. Donc, ça m'a permis de comprendre un petit peu certains comportements. Puis, dans ce cas-là, quand ça m'arrive dans ma vie de tous les jours, je joue au détective. Je regarde comment ça va au point de vue de la santé, au point de vue de la famille. Est-ce que vous subissez des agressions par vos proches ou des abus, par exemple, pour les personnes âgées. Souvent, les personnes âgées peuvent être plus précaires socialement, là, donc il peut y avoir des pressions de la famille, autant financières que sociales, des abus psychologiques. Souvent, les enfants des personnes âgées, des fois, ils peuvent être stressés par rapport aux situations puis devenir plus agressifs envers leurs parents. Donc, ça m'encourage à aller chercher ces événements vécus-là. Puis, dans le fond, c'est notre devoir aussi de les traiter. Là. Donc, voilà, grosso modo, c'est le parallèle que je pourrais faire entre ce que j'ai vécu puis comment je me sens en pratique actuellement. Fait que on peut en déduire que cette dynamique que tu as vécue t'a outillé à mieux intervenir auprès de patients en crise, dans le fond. Oui, exactement. Je pense que dans mes interactions sociales, mais si je fais le parallèle à l'émission aussi, c'est vraiment... les gens, quand ils sont en crise, souvent, ils éprouvent des comportements un petit peu mal adaptés. Donc, ils font des cris à l'aide. Puis, ces cris à l'aide-là, il faut savoir les interpréter. Souvent, ils sont assez subtils. Comme je disais, c'est moins évident que quand on est enfant ou quand... souvent, c'est des cris à l'aide un petit peu plus subtils. Donc, ça m'a permis de mieux déceler ces cris à l'aide-là ou ces demandes d'intervention, puis d'aller creuser un petit peu plus loin, puis de déterminer, en fond, c'est quoi que les gens ont besoin pour sortir des situations psychosociales difficiles. Tu nous as dit que ton groupe d'amis t'a aidé à passer au travers ta situation au secondaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment?
Ben, ça c'est par... s'est passé? merci de la question, mais c'est par l'écoute, c'est par la présence, c'est par les conseils. Là, des fois, tu subis, par exemple, un épisode d'intimidation, puis tu sais pas comment réagir. Souvent, des fois, tu as plusieurs options. Là, des fois, tu as des options de renchérir, puis de rentrer dans le jeu des personnes. Puis des fois, tes amis, ben, ils peuvent te conseiller pour adopter des attitudes un petit peu plus pacifiques ou des solutions un petit peu plus logiques à tes problèmes ou juste en étant là, puis en passant du temps ensemble, ça aide à changer les idées, par exemple, là, puis ça aide à relativiser les choses. Puis non, c'est vraiment par leur écoute, puis leur présence, puis leurs conseils face à des situations difficiles, je dirais. Là. Puis quand que vous vous retrouviez en gang, qu'est-ce que vous faisiez? C'est variable. Tu l'as mentionné en début d'entrevue, mais le gaming, ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Là. Nous, nos relations interpersonnelles, on les a passées souvent comme en virtuel, mais bien sûr en présentiel aussi. Là, c'était des années avant la pandémie COVID. Là, on parle souvent de présentiel, virtuel, mais nous autres, on était déjà en virtuel plusieurs années avant les autres. Oui, c'est ça. Mais des fois, on se tenait à l'agora à l'école secondaire, puis on jouait à des jeux de cartes, on parlait, on jouait au hockey. C'était vraiment... Ça allait de tout et de rien. Là, on passait les moments les plus significatifs comme les moments les plus anodins ensemble. Là, fait que, je pense que ça a été vraiment une belle expérience en tout et partout, je dirais. Puis, par rapport à ton parcours scolaire, ton choix du domaine d'études, tu as décidé de ça quand? C'est venu comment? C'est venu un petit peu plus tard que la moyenne des personnes qui sont rentrées dans ma profession. Je pense que souvent les gens ils savent à l'école secondaire ou un petit peu avant des interactions que j'ai eues avec des personnes qui sont dans mon champ de travail. Moi, j'allais eu en plein milieu du cégep. J'hésitais à savoir ce que je voulais faire dans la vie. J'avais une aptitude par rapport aux études académiques puis au parcours scolaire de nature. Mais je me forçais pas vraiment parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais au fur et à mesure, je me suis demandé comment je pouvais utiliser mes capacités pour aider le plus les gens, aider le plus la société à se développer, à s'améliorer. Puis je pense que dans le fond, le milieu de la santé, ça a été vraiment une réponse à ma question parce que c'est un moyen vraiment que j'estimais être important d'aider les gens. Là, il y a plusieurs moyens importants d'aider les gens, mais moi, c'est selon mes valeurs, mes aptitudes, je pensais que c'était le moyen le plus approprié pour aider la société puis aider à créer un monde meilleur. Là. Donc, c'est les valeurs, c'est l'importance que j'apportais à la santé aussi. Là. Souvent, je trouvais ça important de développer des bonnes habitudes de vie. Puis j'ai été quand même assez initié à ça par mes professeurs au secondaire. Là. J'ai un professeur, par exemple, d'éducation physique. Il nous avait fait de l'enseignement. Il nous avait fait aussi de l'enseignement sur les bonnes habitudes de vie, puis l'exercice physique, puis la bonne alimentation. Puis ça a été une personne inspirante de mon parcours. Donc, je pense que c'est un mix de tout ça, là, un mix de mes valeurs par rapport à des comportements visant à avoir des bonnes habitudes de vie et à la santé, puis aussi une certaine aptitude scolaire, puis dans le fond, un désir de faire un monde meilleur, puis d'améliorer la condition de la société puis la santé des gens. Oui, mais merci. C'est plus au collège que tu t'es dit, est-ce qu'il y a un orienteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui un oncle, une tante, un cousin qui t'aurait plus encouragé à aller vers le domaine de la médecine? Ou c'est vraiment, ou c'est même peut-être de génération en génération? Je dirais que, en fait, j'ai rencontré des orienteurs au secondaire, mais dans mon cas, ça m'a pas vraiment orienté vers le milieu de la santé du tout. Là, je me souviens même pas qu'est-ce que l'orienteur m'avait dit, mais c'était comme diamétralement opposé à ce que j'allais faire plus tard. Là. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, mais dans mon parcours, ça m'a pas été utile personnellement. Mon père, dans le fond, m'a vraiment encouragé à aller en santé parce que, dans le fond, la sécurité d'emploi, c'était très important pour lui. Étant donné que, dans le fond, il y avait une profession qui était sujette à des fluctuations saisonnières. Là, mon père a travaillé dans la construction, ben, il trouvait très important la sécurité d'emploi. Puis lui aussi, dans le fond, la santé, c'est une valeur qui était importante pour lui. Donc, dans le fond, il m'a suggéré que c'était une possibilité que je pouvais entreprendre. Puis j'ai pris cette suggestion-là, puis je l'ai appliquée. Donc, je dirais que c'est surtout mon père là, qui m'a donné des conseils pour aller en médecine. Puis,
Puis avec mes valeurs, mes aptitudes, je pense que c'était le choix logique dans les circonstances. Là, c'est vraiment mon père qui m'a encouragé puis influencé positivement à aller en santé. Nous avons parlé de la vision de tes pairs au secondaire envers tes capacités intellectuelles. Mais comment toi, tu interprétais ta douance? Comment j'ai interprété ma douance? Ben, je pense que j'ai toujours eu une mémoire quand même assez importante. La mémoire des faits. J'ai une bonne logique, là, mais vraiment, c'est la mémoire un peu de faits là, qui était importante pour moi. Ça, c'est un autre facteur qui m'a orienté dans le choix de la profession médicale parce que c'est sûr que il faut une certaine logique, mais je pense que la mémoire des faits, puis autant des faits biologiques que les faits différents, ben, c'est vraiment, je pense, une capacité qui est vraiment importante pour performer dans le monde de la santé. Là. Donc, il faut se retenir des voies biologiques, des traitements, des signes cliniques, des signes biochimiques de maladies. Donc, il faut avoir une certaine mémoire des faits, puis c'est vraiment, je pense, ma capacité principale là, qui m'a démarqué tôt dans mon parcours. Je pense que j'ai d'autres capacités aussi, mais c'est vraiment, je pense que celle qui sortait du lot, c'était ça. Est-ce que tu performais autant à l'école que dans les sports, par exemple? Je n'étais pas vraiment un sportif inné, là. J'ai fait certains sports d'endurance, par exemple, surtout des sports individuels, parce que je suis une personne qui est très introvertie. Donc, j'ai surtout fait des sports individuels, comme par exemple la course à pied. J'ai couru le marathon en 2014, là, mais ça a été pas mal mes seules implications en termes de sport. C'est sûr que j'aime ça faire des sports entre amis, jouer au hockey de rue par exemple, quand ça arrive, mais je pense que mon tempérament qui était un petit peu moins sportif m'a peut-être incité à plus étudier puis à plus travailler comme du côté intellectuel. Si on met de côté l'intimidation que tu as vécue, est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs défis que tu aurais relevés, secondaire, cégep? Défis que j'aurais vécu au secondaire au cégep. Ben c'est sûr que dans le fond, j'ai vécu dans une famille qui avait un revenu modeste à moyen, là, je dirais. Là. Puis c'est sûr que dans le fond, d'étudier au cégep, université, les études postsecondaires, ça demande certaines dépenses. Donc, j'ai dû travailler au moins 20 heures semaine dans une entreprise, en fait, un centre d'achat, en fait, un magasin d'alimentation. Fait que ça a été quand même assez difficile de maintenir des bons rendements académiques en travaillant en parallèle à temps partiel au moins 20 heures semaine. Là. Je pense que dans le fond, ça m'a dit un petit peu ma perception du système scolaire actuel, comme quoi, dans le fond, l'aide aux études, je pense que ça devrait être vraiment bonifié, puis que je pense que l'accès à l'étude devrait être normalisé, puis les frais devraient être diminués au minimum possible. C'est pas exactement la tendance qu'on a actuellement. Là. On a une tendance un peu mixte où est-ce qu'on donne des prêts et bourses aux étudiants qui sont dans le besoin, mais il faut vraiment être dans un besoin extrême pour bénéficier de ces prêts et bourses-là. Donc, je pense que dans le fond, il faudrait normaliser l'accès aux aides financières scolaires pour faciliter le parcours de personnes qui auraient peut-être plus de difficultés à faire le travail études puis à performer. Là. Je pense que dans le fond, on se prive de plusieurs cerveaux actuellement ou de personnes qui ont du potentiel immense parce qu'ils ont des situations socio-économiques un petit peu plus précaires que la moyenne. Donc, je pense que si on faisait ça, ça aiderait beaucoup à l'égalité des chances par rapport au développement personnel puis socio-économique. Fait que, je pense que c'est un défi de taille que j'ai surmonté, mais je suis pas le seul à avoir ce défi-là. Là. Il y a plein de personnes qui sont dans le besoin et qui ont quand même des capacités scolaires significatives, qui pourraient atteindre des objectifs quand même assez importants dans leur développement académique et professionnel, puis qui sont privés de ça étant donné l'accès qui est inégal à l'étude postsecondaire. Fait que je pense que ça m'a fait avoir une vision un petit peu plus
appropriée, justement, pas appropriée, mais une vision un peu plus large de l'accès à l'étude postsecondaire, puis de l'égalité des chances dans notre société. Fait que je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a ouvert mon esprit par rapport à cet aspect-là. Les études universitaires étant échelonnées sur plusieurs années, les coûts aussi sont élevés parce qu'à chaque session, tout dépendant du nombre de cours aussi qu'on peut prendre, la facture va varier. Quelle était ta motivation à continuer à atteindre ton objectif? Je pense que la motivation, c'est vraiment... ma motivation pour suivre des études universitaires puis à compléter le programme de médecine, c'était vraiment l'aide à la société puis l'aide aux patients, l'aide aux personnes. Donc, je pense que pour apporter quelque chose d'important puis qui change la vie des gens puis qui améliore les conditions de santé des personnes que j'entreverrais, je pense que c'était vraiment ma principale motivation, là. Je pense que cette motivation-là m'a aidé à passer au travers des longues nuits d'études puis des longues séances justement d'examen scolaire. Puis je pense qu'il y a aussi, c'est certain que le support de la famille, des amis, ça c'est quelque chose d'important. Il y a eu plusieurs périodes que j'ai trouvées difficiles, que je me suis remis en question, que j'étais incertain à savoir si je voulais continuer. C'est sûr que dans le fond, à discuter avec la famille, les amis, ça m'a beaucoup aidé à garder le cap puis à voir pourquoi on fait ça, là, vraiment pour créer une société meilleure puis d'améliorer la santé des gens, là, grosso modo. Là. Donc, je pense que vraiment, quand on a un objectif puis on veut l'atteindre, faut se rappeler cet objectif-là fréquemment, faut se rappeler cet objectif-là à chaque jour. Puis il faut se rappeler aussi pourquoi on fait ça, pourquoi... les motifs de chacun peuvent être différents, mais je pense qu'au final, c'est quelque chose qu'on vit personnellement, puis qu'on doit se fixer. On ne doit pas se fixer des objectifs qui nous viennent des autres. On doit se fixer des objectifs qui sont personnels. Puis si on va chercher, par exemple, la motivation d'objectifs un petit peu génériques, qui viennent un petit peu de tout le monde, puis qui ne sont pas propres à nous, là. Je pense que c'est là que la motivation peut céder puis qu'on peut lâcher le parcours scolaire. Fait que je pense que les personnes qui décrochent ou dans le processus scolaire, il faut vraiment que les motivations viennent de l'intérieur puis ne viennent pas d'un milieu extérieur parce que sinon ça ne marchera pas comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me souviens même dans mes cours, on me rappelait tout le temps que dans n'importe quelle approche clinique d'intervention, c'était... Il faut que ça soit intrinsèque, il faut que ça soit personnel à la personne. Si la personne n'est pas impliquée, elle n'aura pas nécessairement la motivation de le faire, que ça, n'importe quel plan d'intervention ou peu importe. Il fallait que ça vienne d'elle. Fait que c'est sûr que j'appuie tout à fait ce que tu apportes là, que pour garder une motivation, il fallait que tes objectifs, ce ne soit pas les autres qui les aient fixés, mais que ça soit toi pour pouvoir justement les atteindre. Oui, je pense que la motivation va mener à la persévérance, puis la persévérance va mener, et la motivation ensemble vont mener à avoir une capacité d'attention plus accrue. Puis la capacité d'attention, va nous aider à avoir la rétention des concepts académiques, qui va nous aider à compléter les examens puis avoir des bons achèvements académiques, là. Donc, je pense que tout est relié ensemble. Je pense que la motivation, c'est vraiment la porte d'entrée vers l'attention, la rétention des concepts académiques, puis la persévérance qui est nécessaire pour accomplir les tâches académiques comme des examens, les projets scolaires, les travaux. Fait que je pense que c'est tout intrinsèque à ça. Je pense qu'il faut faire un petit peu de, comme ils disent en anglais, de soul searching à la base pour vraiment trouver c'est quoi qui nous motive, c'est à quoi exactement qu'on carbure pour pouvoir compléter notre parcours académique puis tenir bon face au challenge. Oui, surtout que quand on se retrouve à l'université, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de défis à relever, que ce soit les travails d'équipe, puis que la motivation de chaque personne dans l'équipe n'est pas au même niveau, tu sais. Mm-hmm. Fait que des fois, t'as l'impression qu'il faut que tu pallies pour un ou deux dans l'équipe pour que le travail final ressemble à ce que toi, t'aurais aimé livrer, tu sais. Est-ce que ça, c'est des choses que, dans ton parcours scolaire, ça a été rencontré, puis qu'il y a eu des moments plus démotivants ou motivants
dans... Ben, c'est sûr que ces challenges-là, ça amène à développer des capacités de leadership, là. Donc, je pense que le leadership en soi, c'est de justement, c'est un beau parallèle qu'on fait avec la question précédente et la question actuelle. Je pense que le leadership, c'est d'aller chercher la motivation de chaque élément du groupe, puis de refléter lors des rencontres, des communications avec les différents membres du groupe, c'est quoi la motivation commune, c'est quoi qu'on veut accomplir ensemble. Puis je pense qu'intrinsèquement, si les membres d'un groupe donné ont des motivations qui sont comme intrinsèquement puis diamétralement opposées, ben, ça va faire en sorte que on ne pourra pas comme accomplir un travail qui est continu, un travail qui est significatif. Fait que c'est pour ça que des fois dans certains travaux d'équipe, ça fonctionne pas comme on voudrait parce que la motivation des gens est différente. Par exemple, quelqu'un voudrait peut-être juste passer l'examen, l'autre personne voudrait peut-être exceller dans cet examen-là, l'autre personne voudrait peut-être plus développer des capacités personnelles à faire ce travail-là. Donc, je pense qu'il faut homogénéiser les capacités, les motivations de chacun pour atteindre le but commun. Puis je pense que pour répondre à la question, parce que je fais beaucoup de détours en répondant à la question, mais je pense que de rencontrer des problématiques ou des challenges comme ça, ben, ça m'a juste comme fait ça a juste fait en sorte que j'ai développé plus de capacités de leadership. Là. Je dis pas que je suis le meilleur leader, mais je pense que ça m'a aidé à progresser dans cet aspect-là de mes compétences. Ça nous amène à notre moment doré. Donc, avec tout ton grand parcours scolaire, est-ce que tu as un fait cocasse que tu aimerais nous exposer, que tu as vécu? Ben, je pense que c'est vraiment quand les gens... C'est plus au courant de ma résidence. Là, c'est la résidence, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais c'est une étape de la formation médicale où est-ce que on n'est plus étudiant sur les bancs d'école, mais on commence à rencontrer des patients, puis on est capable de prescrire des médicaments, mais il faut se rapporter à ce qu'on appelle un patron. Là, donc, c'est souvent les gens qui utilisent des terminologies alternatives aux problèmes de santé. Là, par exemple, je rencontrais des personnes qui, au lieu de dire le nerf sciatique, ils disaient le nerf asiatique, par exemple, ou plus en cardiologie, les gens, souvent ils appellent des pacemakers, des spacemakers, puis ça, c'est juste cocasse, puis je pense que c'est juste que les gens entendent certains mots, puis phonétiquement, ils répètent ce qu'ils entendent, mais ça fait des moments cocasses pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment des moments agréables. Là, ça permet d'avoir un meilleur rapport avec les patients, les technologues, les infirmières, puis ça augmente la cohésion. Là. C'est un moment cocasse que je peux me rappeler, que j'ai bien aimé au courant de ma formation. Pour l'instant, c'est vraiment ça que j'ai en tête. Là. Moi, j'imagine juste l'image quand t'as entendu Space Maker, puis là, tu fais, il me semble que ça doit prendre beaucoup d'espace. Tant que ce soit vraiment de patients, tant que t'enseignes, non de tes futurs collègues. Ça. Ouais, c'est ça. Il y aurait peut-être un problème à ce niveau-là. Tu t'es rendu là, toi? Ouais, c'est ça. Installe-y pas. Maintenant que tes efforts et sacrifices ont été offerts, ton parcours scolaire a-t-il atteint l'objectif auquel tu aspirais? Définitivement. Donc, je pense que le niveau d'effort qui doit être fourni, c'est sûr, si j'avais à refaire le parcours et tout ça, j'y penserais bien. Là. C'est quand même beaucoup d'efforts qui sont mis pour l'objectif final, mais si c'était à faire, je pense que je le ferais quand même. Je pense que ça a été quand même difficile du point de vue personnel, du point de vue social, du point de vue financier, pour atteindre l'objectif qui était de finir ma formation en cardiologie. Là. Mais je pense que je le referais, je le ferais définitivement. Je pense que ce que j'ai pu accomplir va aider plusieurs personnes, va aider à la santé justement de la société, puis à améliorer le destin de plusieurs patients. Puis dans le fond, moi j'ai vraiment un plaisir du point de vue d'avoir amélioré mes connaissances dans ce milieu-là, puis d'avoir acquis ces connaissances-là. Je trouve ça très intéressant, la science derrière la cardiologie. Puis
je suis quelqu'un qui est scientifique dans l'âme, un petit peu taciturne. Fait que j'aime bien ça comme la science derrière la cardiologie, puis de comprendre les mécanismes qui amènent au fonctionnement. Moi, c'est quelque chose que depuis mon jeune âge que j'aspire à faire. Fait que c'est vraiment ça accomplit toutes mes attentes d'avoir poursuivi dans cette voie-là. Fait que je pense que l'effort en vaut la chandelle, mais c'est quand même difficile le parcours, c'est éprouvant. Donc, comme je disais, je repenserai à 2 fois, mais je pense que ma décision finale serait toujours de maintenir le même parcours pour l'objectif. Ben, dans un premier temps, je tenais à te féliciter, car connaissant quand même depuis presque 2 ans maintenant, tu as su maintenir, selon moi, une attitude humble, malgré maintenant ton statut social. Crois-tu que cette humilité te permet de mieux intervenir auprès de tes patients? Je pense que oui. Je pense que si on parle. L'humilité, c'est vraiment une valeur qui est super importante pour moi. Là. Je pense qu'il faut vraiment. On est le produit un petit peu de notre société, puis on est le produit des personnes avec qui on interagit. Je pense que dans le fond, le succès dans la société, c'est vraiment une histoire d'équipe. Je pense dans le fond que mon parcours par rapport à où est-ce que je suis rendu, c'est vraiment le produit de mes professeurs, mes parents, mes amis, de la société aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la société finance comme un pourcentage très élevé les coûts qui sont associés aux études médicales au Québec. Là, donc, on paye une fraction. Là, fait que pour les critiques que j'ai pu faire en milieu d'entrevue sur les réseaux scolaires, il y a quand même une proportion vraiment importante des coûts associés à la formation médicale qui sont assumés par le gouvernement et la société. Fait que, je pense qu'il faut garder une place... il faut rester à notre place, il faut comme rester les pieds sur terre, puis pas nécessairement la tête dans les nuages, puis il faut se dire qu'on est vraiment le produit d'un petit peu de plusieurs facteurs. Puis pour répondre à la question, je pense que l'humilité, c'est vraiment important pour traiter les patients parce que il faut avoir une certaine capacité d'empathie, il faut se mettre à la place des gens que l'on soigne. Les gens, des fois, prennent des mauvaises décisions au point de vue de leurs habitudes de vie, de leur santé. Puis ça, dans le fond, c'est pas parce que ils veulent prendre ces mauvaises décisions-là ou qui sont, par exemple, quelqu'un qui fume ou qui consomme la malbouffe. Je pense que c'est un peu le produit aussi de certains facteurs sociétals. Puis ça, dans le fond, il ne faut pas nécessairement revirer ça du revers de la main et dire que c'est la faute de la personne si elle s'est rendue là, si elle a fait son infarctus, par exemple. Je pense que c'est un mix de facteurs qu'il faut tenir en compte. Donc, je pense que l'humilité nous permet de nous remettre à une place certaine, puis à comprendre la situation des gens, à se mettre dans leur peau, dans leurs souliers, puis de voir qu'est-ce qui les amène à prendre leur choix de vie, leur choix d'habitude de vie, puis à mieux les conseiller là-dessus. Donc, si tu vois une personne, par exemple, qui fume, puis tu lui dis juste comme arrête de fumer, c'est pas bon pour toi, ben c'est clair que la personne va poursuivre son mauvais comportement. Là. Mais c'est sûr que si tu te mets dans la peau de la personne, puis par exemple, je rencontrais une patiente l'autre jour, quand j'ai fait un test, on appelle ça une épreuve d'effort, de marcher sur un tapis, de courir sur un tapis pour voir s'il n'y a pas de blocage des artères, ben à ce moment-là, il n'y avait pas de signe de blocage des artères ou tout ça. Fait que, à chaque fois qu'on rencontre les patients après le résultat des tests qui est négatif, ben, on renforce la cessation tabagique comme comportement à adopter. Puis cette personne-là, ben, à lui parler, j'ai appris qu'elle avait plusieurs petits-enfants et tout ça. Fait que moi, ce que je lui ai dit, c'est important pour toi, passer du temps avec tes petits-enfants, avoir une vie de qualité avec eux, pouvoir t'amuser avec eux, ben c'est sûr que si tu arrêtes de fumer, ben tu vas maximiser le nombre d'années que tu vas pouvoir passer avec tes petits-enfants, puis tes petits-enfants aussi. Ça va être important pour eux parce que tu vas leur inculquer des valeurs qui sont super importantes, puis c'est sûr que j'ai pas adopté ça dans ce langage-là, dans un langage peut-être plus familier, mais je pense que l'humilité, ça nous aide vraiment à se mettre à la place des gens puis à trouver les choses qui sont importantes pour eux pour adopter des habitudes de vie saines puis des comportements en santé. Puis certainement que ça doit quand même t'aider à avoir la confiance de tes patients. Si on s'entend pour avoir déjà fréquenté d'autres professionnels de la santé, puis ça sans les critiquer, on s'entend, mais la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu calmes, je suis pas mal certain que tes patients sont plus aptes à t'écouter que si tu aurais une attitude plus autoritaire
ou une attitude plus punitive envers les patients. Tu comprends justement ce qu'ils peuvent vivre aussi, d'où justement, comme tu parles d'empathie, et ça doit t'apporter des avantages que peut-être certains de tes collègues qui n'ont pas cette approche-là ont. Merci pour le point. Je trouve ça vraiment important ce que vous avez dit. Puis ça me rappelle justement un épisode récent où est-ce que j'ai dû accompagner une personne proche de ma famille aînée qui avait 87 ans à l'urgence récemment là, pour une chute. J'ai rencontré un médecin à l'hôpital en question qui était super attentionné puis qui s'est mis vraiment à la place de la personne âgée que j'accompagnais. Là, c'était la grand-mère de ma copine. Puis dans le fond, ce médecin-là était vraiment très empathique puis a vraiment fait preuve d'humanisme. Puis dans le fond, la seule chose dans son approche qui a changé, c'est qu'au lieu de commencer par bombarder la personne de questions, il a juste posé des questions sur la vie de la personne en question. Fait que la grand-mère de ma copine, il a demandé, elle est récemment veuve depuis quelques mois. Puis il a demandé comment ça va. Puis là, dans le fond, spontanément, cette personne-là, ben, elle a mentionné que elle se sentait en peine étant donné que la perte de son conjoint récent. Fait que là, dans le fond, le médecin en question, ben, il a posé des questions là-dessus sur sa vie commune, combien de temps qu'ils avaient été ensemble, c'est quoi que la grand-mère, ma copine avait fait en question dans la vie. Donc, juste en lui posant ces questions-là, on voyait tout de suite que l'anxiété, c'est parce que c'est pas quelque chose de facile pour les personnes âgées de rencontrer un médecin ou tout ça, ça les rend beaucoup stressés. Puis, juste en posant ces questions-là, on voyait le poids qu'elle avait sur les épaules avant de rencontrer le médecin a tombé. Puis, elle a été capable de tout lui dire les détails pertinents pour la soigner. Tandis que si le médecin avait comme rentré dans un rapport d'autorité tout de suite, puis avait posé plein de questions qui étaient pertinentes du point de vue médical, mais qu'il l'avait pas rendu en confiance, mais je pense que d'un, l'entretien aurait duré plus longtemps, puis de deux, le médecin n'aurait pas eu la collaboration qu'il a eu. Donc, je pense que c'est vraiment d'avoir de l'empathie, puis de rentrer en communication, puis de se mettre à la place des gens. C'est vraiment important parce que ça nous aide à avoir un meilleur succès dans le soin des patients. Étudiant en cardiologie, comme tu le nommais tantôt, les habitudes saines et moins saines sont quelque chose que tu priorises dans la vie de tes patients. Comment agis-tu ou comment tu fais pour justement transmettre ça à tes proches? Je pense dans le fond, quand on nous enseigne comment faire des modifications des habitudes de vie, il faut vraiment se baser sur la confiance puis la conviction justement que les patients ont par rapport au changement de leur habitude de vie. Donc, faut savoir si les personnes croient que le changement des habitudes de vie sera bien pour eux. Puis, je pense qu'il y a aussi la confiance de savoir qu'ils vont pouvoir réaliser ce changement-là. Fait qu'autrement dit, il y a des personnes qui peuvent manquer de confiance en soi. Par exemple, la malbouffe, de se dire comme « Oui, je sais que c'est mauvais pour moi, mais je serai jamais capable d'y arriver ». Ou ces personnes-là peuvent dire ben, je pense pas que c'est si mauvais que ça, mais oui, je serais confiant que je serais capable d'y arriver. Fait qu'il y a ces deux aspects-là. Il y a la conviction et la confiance. Puis dans le fond, la confiance, c'est un peu la capacité de penser qu'on va être capable d'effectuer un changement. Puis la conviction, ben, c'est savoir si on croit que la modification des habitudes de vie va être bénéfique du point de vue de la santé. Je pense qu'il faut vraiment comme incorporer ces deux concepts-là. Donc, si une personne est un petit peu incrédule par rapport à ce qu'un changement de son habitude de vie peut faire du bénéfice pour la santé, il faut insister là. Par exemple, pour la malbouffe, il faut dire que ça peut amener à un gain de poids, par exemple. Ça peut amener vers le cholestérol, le diabète. Puis dans le fond, faut essayer de faire comprendre aux gens que c'est des faits médicaux. Là, donc, faut les aider à comprendre qu'il y a une relation entre les deux. Puis un coup que les gens ont compris cette relation-là entre un tel comportement puis une telle conséquence sur la santé, il faut voir si les gens sont convaincus qu'ils vont être capables d'opérer les changements. Puis quand on essaie de faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur des succès que les personnes ont eu par le passé. Puis on insiste de savoir que les personnes sont compétentes pour effectuer des changements. Donc on leur dit dans le fond qu'ils ont déjà effectué des changements ou des succès dans leur vie précédente qui peuvent s'appliquer aux changements des habitudes de vie qu'ils peuvent avoir à faire dans l'avenir. Donc je pense qu'il faut opérer ça. Je pense qu'il faut
identifier les contraintes ou les obstacles par rapport au changement des habitudes de vie qui peuvent se présenter. Par exemple, souvent les personnes vont dire qu'ils n'ont pas assez de temps. Ben, il faut relativiser le temps que chaque modification des habitudes de vie va apporter. Puis je pense des fois les gens ils disent ben, je suis trop stressé, je suis pas prêt à opérer le changement. Ben, il faut voir un petit peu ce qui se passe dans leur vie pour créer cette anxiété-là ou ces sentiments négatifs-là, puis les adresser. Des fois, ça peut être par des changements des convictions des personnes ou comment ils entrevoient là, leurs sentiments, ou des fois, ça peut être juste côté pharmacologique, donc de traiter les problèmes un petit peu psychiatriques ou psychologiques à l'aide de médication, parce que ça peut être des obstacles au changement des habitudes de vie. Puis je pense que aussi, il faut identifier d'autres choses aussi, comme par exemple les stresseurs sociaux. Des personnes, par exemple, qui sont en situation de divorce ou de déménagement, ben, faut identifier le moment comme étant pertinent pour faire le changement des habitudes de vie. Donc, il faut prendre un moment où est-ce que il y a un calme relatif dans la vie des gens pour qu'ils puissent être plus réceptifs au changement des habitudes de vie. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que j'entrevois là, les changements des habitudes de vie. Je pense que c'est très important parce que les coûts associés au système de santé, c'est de traiter les gens, soit en les admettant à l'hôpital, leur donnant des médicaments, leur faisant rencontrer le médecin. C'est pas nécessairement ça qui va apporter le meilleur bénéfice à la société. C'est vraiment la santé communautaire. Donc, c'est ce qui a fait les plus grands apports à la santé des populations. Ça a été vraiment les grandes modifications au système socio-sanitaire. Comme par exemple l'apport de l'eau traitée, par exemple, les systèmes d'égout, la vaccination. Puis là, actuellement, on est dans une phase de la santé où est-ce que les problèmes, c'est les problèmes métaboliques. Par exemple, la dyslipidémie, donc le taux de cholestérol élevé, l'obésité, le diabète. C'est vraiment l'épidémie qui est actuelle dans notre société développée. Puis, je pense que les modifications les plus puissantes qu'on peut faire pour améliorer la santé des populations, c'est vraiment sur ça qu'on devrait agir. C'est sûr que le système de santé actuel, c'est pour pallier à notre manque de capacité à faire des modifications dans les habitudes de vie, puis les facteurs déterminants de la santé. Les facteurs économiques aussi, les facteurs sociaux, les facteurs d'alimentation, de sédentarité. Je pense que si on atteint ces déterminants-là de la santé, au final, ça va nous coûter beaucoup moins cher dans les systèmes de santé, puis on va avoir des systèmes de santé qui sont beaucoup plus efficaces actuellement. Donc, c'est pour ça que je tiens beaucoup d'importance au changement des habitudes de vie, parce que je pense que pour avoir un système de santé efficace, il va falloir passer par là. C'est intéressant ce que tu apportes, parce qu'au fond, autant d'autres professionnels de la santé, de services sociaux qu'on a rencontrés, nous parlent de la prévention, justement, de la sensibilisation auprès de la communauté, de la société, pour les habitudes autant de santé que dans les soins sociaux. Comment tu te sens en tant que professionnel de voir que le gouvernement ne subventionne pas davantage justement des campagnes de sensibilisation, des projets, des programmes de prévention? Parce qu'en effet, ce que tu apportes là est tout à fait logique. Plus on va faire de la prévention, au bout, on va faire des économies également. Mais on dirait que le gouvernement, là, on peut prendre l'exemple facile à dire, mais un peu de la pandémie, mais il y a toujours eu de la place à faire de la prévention pour éviter justement les engouffrements du réseau par la suite. Oui, ben en fait, c'est un excellent point. Moi, dans le fond, ce que je pense, c'est qu'il y a déjà des modifications qui ont été faites par le passé, comme par exemple la taxation de la cigarette et des produits du tabac, là, qui est quand même assez efficace, où est-ce qu'on va rattraper quand même des fonds substantiels en termes de coût de la santé, puis qu'on peut rediriger vers le système de la santé, mais je pense que c'est pas assez. Je pense qu'il faut taxer la malbouffe pour pouvoir améliorer l'accès à la nourriture de qualité, là, les légumes, les fruits, les viandes non processées. Là. En évitant les aliments transformés. Exactement. Prendre nos aliments de base. On va prendre les aliments de base, retourner à la base, de suivre le guide alimentaire canadien. Puis ça, c'est difficile pour plusieurs personnes qui sont en situation de précarité sociale parce que, je sais pas si vous avez acheté comme
des gros paniers d'épicerie récemment, mais on le voit, l'inflation, la hausse des prix des aliments, mais cette hausse-là est disproportionnée. Puis souvent, ça va toucher des produits qui sont meilleurs pour la santé, comme les légumes, les fruits. Fait que les personnes qui ont moins de sous, qui ont moins de produits financiers, mais c'est sûr que ça coûte moins cher d'acheter des produits plus transformés, qui sont moins bons pour la santé. Fait que, on va se retrouver dans la rangée à biscuits, puis au lieu d'aller chercher les fruits et légumes, parce que 2 boîtes de biscuits pour 5$, je couvre ma semaine pour les enfants, tandis qu'il faut que j'achète 20$ de fruits. Je vais prendre le 5$ à la place. T'sais. Exactement. Un repas que je dirais santé, fait à la maison, ça peut coûter quoi, 15-20$. Puis par portion, tout dépendant. Puis tandis qu'un trio Big Mac, c'est quoi, c'est 8$ environ, là. Fait que c'est clair que la solution pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses fins de mois est claire, là, t'sais. Donc je pense qu'il faudrait, comme vous avez mentionné, vraiment faire plus d'interventions du point de vue socio-économique pour faciliter l'adoption des comportements sains. Je pense que le gouvernement fait un bon travail jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il y a encore des pistes d'amélioration. Je pense que l'éducation des comportements sains doit se faire en plus jeune âge. Malheureusement, pour une tranche de population que j'essaie qui donne une pertinente à l'émission, les personnes plus âgées, c'était des faits qui étaient un peu moins connus, la nutrition, la nutrition équilibrée, les gras saturés, les gras trans, les gras polyinsaturés. Les personnes âgées n'ont pas eu cette instruction-là à l'école, ou parce qu'il n'y avait pas des programmes organisés à ce moment-là. Puis on en voit les conséquences plusieurs années plus tard. Là, on voit que les gens qui n'ont pas eu cette éducation-là sont atteints disproportionnément de maladies cardiovasculaires. Donc je pense que ça doit passer par l'éducation, ça doit passer par la redistribution des richesses. Je pense que ça doit passer par la promotion de l'activité physique. C'est sûr qu'étant un gamer, je comprends l'attrait par rapport aux activités sédentaires. Là. Je trouve ça vraiment intéressant, mais je me force quand même pour aller faire du jogging régulièrement. Mais je pense que même si des personnes, il y a des personnes qui ont des intérêts quand même assez sédentaires, mais je pense que s'ils comprennent l'importance que l'activité physique régulière a sur leur santé, si on leur fait comprendre, qu'on leur éduque ça, je pense qu'on va adopter des meilleurs comportements. Là. Donc, c'est un peu notre travail d'inculquer ces valeurs-là aux gens puis de leur expliquer mieux. Donc, c'est ça que j'aurais à dire pour... Puis, justement, tu m'as enlevé les mots de la bouche en disant que tu viens briser un mythe quand même. Tu es un gamer, tu es un fan des jeux vidéo, mais tu réussis à établir un équilibre entre d'autres activités, justement, qui vont te permettre de profiter de ton hobby, de ton loisir, tout en restant en santé. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'on est gamer ou qu'on doit travailler toute la journée devant un ordinateur qu'on doit se donner comme défaite que j'ai pas le choix de prendre du poids puis d'embarquer dans cette attitude de vie-là. Je pense que le mot-clé, puis c'est vraiment, tu l'as très bien dit, c'est équilibre. Fait que le mot-clé, c'est équilibre. Fait que dans le fond, c'est vraiment... c'est sûr que si on fait une tâche ou une activité de manière disproportionnée, comme même par exemple le travail, c'est quelqu'un qui va travailler comme 70 heures semaine puis qui prend pas le temps justement de relaxer, tout ça, si on appelle ça dans notre langage une personnalité de type A par exemple, cette personne-là a un risque accru de souffrir de maladies cardiovasculaires. Fait que tout comportement mis à l'excès, ça peut apporter des atteintes à la santé. Fait que c'est sûr que si on a un plaisir dans la vie, mais qu'on utilise, qu'on abuse justement de des activités plaisantes, comme par exemple regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, donc c'est sûr que si on fait des excès dans une certaine activité, ça peut être néfaste pour la santé. L'activité physique, je le recommande, puis je pense que tout le monde devrait en faire, mais même à ça, quand on dépasse une certaine quantité d'exercice physique, ça peut dépasser 10 heures, 14 heures par semaine, ce qui est extrême, mais ça peut porter atteinte à la santé aussi. Fait que toute activité en excès, en général, je parle, là, ça peut être néfaste pour la santé. Fait que je pense que le mot d'ordre ici, c'est l'équilibre. Je pense que faut vraiment voir les comportements qu'on prend pendant une journée, puis voir est-ce que je passe beaucoup trop de temps à faire une certaine activité, puis essayer de varier nos activités, notre alimentation. Fait que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut changer les habitudes de vie et adopter des habitudes de vie plus saines. Comme on se retrouve, j'espère que vous avez apprécié la première partie du podcast avec Dr. Prudhomme.
retrouvez-nous dans 2 semaines pour la deuxième partie. Je vous invite à vous abonner, à liker et même d'activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir des notifications sur nos prochaines capsules informatives ou même sur ce podcast. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit très bientôt. Bye bye!